RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le vice-recteur. Le vice-recteur Éric Roser, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation au 3e jour du confinement et alors que tous les établissements scolaires sont bien sûr fermés. Comment ça se passe pour ce 3e confinement? Est-ce que vous appliquez ce que vous aviez déjà fait les 2 fois précédentes? Est-ce qu'il y a une espèce, pas de routine, mais disons d'habitude dans l'organisation? Écoutez, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a maintenant l'expérience de la mise en place d'un enseignement à distance. Et je tiens à saluer les équipes, qu'ils soient enseignants, agents de service, personnel d'encadrement, qui immédiatement, dès l'annonce du confinement, se sont mobilisés pour préparer, mettre en place cet enseignement à distance. Je dois dire qu'actuellement, on a finalement un certain professionnalisme qui s'est installé après 2 expériences. On avait tiré les enseignements de ce qu'on appelait la continuité pédagogique dans les 2 épisodes de confinement qu'on avait connus. Je dois dire qu'on peut davantage personnaliser la réponse parce que maintenant on connaît bien les élèves qui sont soit équipés d'outils Internet, soit ne le sont pas. Et de ce fait, il faut qu'on organise la distribution de pochettes de cours. Je dois dire aussi qu'on a un meilleur calibrage pédagogique, c'est-à-dire que on sait mieux la capacité de travail d'un élève en autonomie, on la connaît mieux parce qu'on n'avait pas cette expérience auparavant, parce qu'on enseignait en présentiel. Et on a aussi mieux mesuré l'enjeu du suivi personnalisé et donc de ce contact fréquent qu'on doit avoir avec nos élèves pour repérer des difficultés qui peuvent être scolaires et les accompagner, mais elles peuvent être aussi de nature sociale ou psychologique. Alors, beaucoup de choses déjà dans ce que vous avez dit. Comment est-ce qu'on fait pour que les élèves ne décrochent pas pendant cette période où ils sont quand même un petit peu livrés à eux-mêmes? Ils rentrent de vacances, en plus, on le rappelle, les vacances scolaires, c'est il n'y a pas longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se remettent quand même au travail malgré tout le contexte de confinement? Alors effectivement, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire d'avoir un petit peu ce lien, ce contact fréquent, cet aiguillon en quelque sorte qui nous assure que les élèves restent bien mobilisés dans leurs tâches scolaires. C'est vrai qu'on a la préoccupation des élèves qui commenceraient à décrocher au sens où ils ne produiraient pas le travail qui est attendu. L'expérience du confinement de tout début d'année, là, du mois de mars, nous avait déjà permis de repérer les élèves qui ne répondaient pas à nos sollicitations, que ce soit appel téléphonique, lien par un camarade, etc. Ce qui fait que, sitôt la reprise, d'ailleurs, on avait été attentif à avoir un accompagnement très attentif de ces élèves-là. Je dois dire que lors du premier confinement du mois de mars, on n'avait pas observé de décrochage supplémentaire par rapport au décrochage que l'on observe, je vais dire, d'une année sur l'autre, en temps normal. Voilà, donc là, on va être de nouveau très mobilisés et très attentifs, notamment sur ceux qui n'avaient pas répondu à nos sollicitations des professeurs lors du confinement précédent. Mais vous avez bien pointé la difficulté et l'enjeu qui est le nôtre, c'est effectivement que ce confinement ne génère pas de disparité, d'inégalité plus grande, trop grande, que nous aurions à compenser ensuite. Parce que la continuité pédagogique est basée essentiellement aujourd'hui pratiquement sur Internet, sur les liaisons informatiques. Comment est-ce que vous faites là aussi pour compenser l'équipement différent des familles et des jeunes? Le compenser, si vous voulez, on se retrouve finalement devant un obstacle réel entre avoir cette possibilité d'interaction que permet l'Internet et cette plus grande inertie d'un travail sur des pochettes papier. Pour autant, là où on a vraiment beaucoup progressé entre le premier confinement de 2020 et aujourd'hui, c'est que chaque collège, chaque lycée, maintenant, sait comment acheminer, en quelque sorte, ces cours papier au plus près des élèves. Alors, avec toutes les initiatives qui sont assez étonnantes, c'est d'utiliser, pour certains, le garde champêtre, pour d'autres, de déposer dans des points relais des tribus les pochettes pour les élèves. Il y a une belle initiative du lycée de Tours qui
scolarisent des élèves sur toute la province nord et dans des filières de formation différentes. Et donc, ils ont en quelque sorte fait un circuit de distribution où ils acheminent dans chaque commune la bonne pochette aux élèves. On est presque devenu, en quelque sorte, en l'occurrence là, un service postal. Bref, toutes ces initiatives, c'est justement pour essayer d'effacer au maximum la disparité entre être raccordé à Internet ou ne pas l'être. Et alors, quel est le rôle des parents pendant cette période? Alors, certains d'entre eux travaillent, mais beaucoup sont également en confinement. On imagine qu'ils vont être tentés d'aider leurs enfants, éventuellement de les accompagner, alors qu'ils ne doivent pas se transformer en professeurs. Hein. Non, vraiment, très clairement, il faut le dire. Hein, les parents ne sont pas les professeurs de leurs enfants. Il est important, en revanche, qu'ils soient en soutien, en accompagnement, en encouragement, et qu'ils veillent à cet équilibre qui doit être préservé, notamment l'équilibre de la journée, l'équilibre du sommeil, bref, des rythmes qui doivent rester tout de même un peu des rythmes scolaires, pour justement qu'il y ait d'une part une capacité de travail des élèves la journée, un repos, une attention, et qu'il n'y ait pas ce qu'on avait observé la fois dernière, des élèves qui finalement continuent en mode vacances, se couchent très tard et du coup ne sont pas vraiment disponibles la journée pour les activités scolaires qui sont demandées. Donc plutôt pour les parents de veiller à l'équilibre de leurs enfants et un soutien dans ce moment qui est finalement un moment très, très singulier. Et les enseignants, quel est leur rôle? Parce que certains ont l'impression que ils travaillent pas, que c'est fini, ils sont en confinement, les établissements sont fermés, donc les profs ne font rien. C'est pas le cas. Alors attendez, c'est même le contraire. Pour eux, c'est toute une démarche très prenante en temps, soit d'organiser je pense notamment pour les classes de lycée ou d'enseignement supérieur, très souvent des cours en présentiel, c'est-à-dire avec des visioconférences, mais aussi pour accompagner vraiment individuellement tous les travaux qui leur sont remis et tout cet échange qu'ils ont avec les élèves. Non, bien au contraire. Si vous voulez, on a une véritable forte sollicitation de nos enseignants et je crois qu'il faut saluer. Leur travail d'ailleurs c'est reconnu. Moi, quand j'échange avec des parents d'élèves, tous saluent en quelque sorte cette mobilisation des enseignants. Et je dois dire qu'il y a un autre rapport qui est en train de s'installer entre les familles et l'école. Peut-être que parce que cette continuité pédagogique, c'est un peu une forme de l'école qui franchit un petit peu l'espace intime, la sphère privée de la famille, et c'est un lien qui s'est établi. Et c'est un lien qui est reconnu par les familles, c'est-à-dire ils voient toute l'attention de l'école, de leurs professeurs pour leurs enfants. Tout de même, de l'expérience des 2 premiers confinements, est-ce qu'on sait si le système est vraiment au point, ou est-ce que les élèves ont un certain nombre de lacunes quand ils reprennent le travail, ou à la fin de l'année, on constate qu'il y a des sujets qui n'ont pas eu le temps d'approfondir? Écoutez, c'est très clair. De toute façon, l'école a son efficacité en présentiel, c'est-à-dire l'école a son efficacité à l'école. Donc là, on est dans un mode d'enseignement qui est forcément moins efficace et en plus, comme vous le soulignez tout à l'heure, plus inégal, selon les moyens qui sont à la disposition des élèves et des familles. Donc tout l'enjeu, c'est de dire, assurons la meilleure qualité d'enseignement possible, préservons la meilleure qualité de formation possible dans cette condition sanitaire qui forcément limite l'efficacité des apprentissages. Ce nouveau confinement, est-ce qu'il peut remettre en cause les examens de fin d'année, ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Alors d'une part, ça ne remettra pas en cause les examens de fin d'année, car dès le début de l'année scolaire, dès février 2021, nous savions que les examens se dérouleraient selon les modalités adaptées à la crise sanitaire et décrétées par la métropole, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national, les examens se déroulent de la même façon. Autrement dit, les examens de décembre pour le baccalauréat, ce sont les mêmes modalités que la métropole, à savoir la plupart des disciplines seront évaluées en contrôle continu. Les élèves ne passeront que 3 épreuves, le français en classe de première, la philosophie en terminale et l'épreuve qu'on a appelée le grand oral dans le cadre du baccalauréat 2021. L'enjeu pour nous d'ailleurs était d'harmoniser le contrôle continu et d'éviter les disparités de notation d'un professeur à l'autre. Et tout ce travail d'harmonisation, nous l'avons conduit. Donc pour répondre à votre question, les examens pourront se dérouler
tel que prévu, c'est-à-dire avec les conditions adaptées. Je prends l'exemple de l'épreuve de philosophie ou de l'épreuve de français. Les élèves auront des sujets au choix, ce qui fait qu'ils pourront choisir le sujet qui correspond au thème qu'ils auront travaillé pendant l'année, et donc ils ne seront pas pénalisés d'avoir un sujet sur un thème non travaillé, parce que vous le disiez tout à l'heure, on ne va pas pouvoir couvrir la totalité des enseignements, ça va dépendre de la durée de ce confinement. Autre particularité de ce confinement, enfin là aussi, c'est les habitudes permettent de s'adapter. Il y a l'accueil pour les élèves, enfin, pour les enfants de professions prioritaires. C'est organisé, ça aussi. Voilà, tout à fait. Dès mardi matin, on a effectivement identifié des établissements du second degré, et les provinces ont fait pareil pour les écoles élémentaires, qui seront en charge d'accueillir les enfants des publics prioritaires, c'est-à-dire des professions qui concourent actuellement à la gestion de la crise. Donc nous avons, pour le second degré, moins de demandes, parce que ce sont des élèves qui sont d'un âge plus avancé, et donc de fait, les familles... Ils sont plus autonomes. Ils sont davantage autonomes. Hein. Mais néanmoins, on a ouvert trois centres possibles. Il y en a un quatrième qui sera aussi proposé par l'enseignement privé, parce qu'on dépassait la capacité. Donc, c'est le collège Apogoti à Dambéa, le collège Mariotti à Nouméa et le collège de Payamboué à Koné, c'est-à-dire finalement près des centres hospitaliers, c'est-à-dire là où finalement il y a les personnels de santé. Voilà, alors d'ailleurs ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des centres qu'on ouvre à tous les enfants des personnels qui actuellement œuvrent pour la gestion de la crise, qu'ils soient scolarisés dans le public ou dans le privé. C'est pas la nature même de la scolarité, le secteur de scolarisation qui importe, c'est qu'il y a une offre scolaire. Et la directrice de l'enseignement catholique, avec qui j'avais échangé, m'avait dit, écoutez, si on dépasse les capacités, j'en ouvrirai un. Et effectivement, hier soir, on dépassait les capacités sur le primaire, et un centre va être ouvert dans le privé qui accueille tous les élèves. Alors, 15 jours de confinement, qui vont peut-être être prolongés, on ne sait pas encore. Vous pensez déjà, enfin, vous travaillez déjà, on l'imagine, sur la reprise, comment ça se passe après? Là aussi, c'est un gros travail, non? Exactement. Dès aujourd'hui, je réunis tout à l'heure les chefs d'établissement pour commencer à travailler la reprise. Alors bien sûr, si c'est une reprise, entre guillemets, Covid-free, la situation est très simple. On ouvre les établissements, on réamorce en quelque sorte leur fonctionnement. Mais nous réfléchissons, et nous devons dès à présent de réfléchir à une organisation qui permettra d'ouvrir les établissements, d'accueillir les élèves, de les scolariser, avec finalement aussi la possibilité qu'il y a de circulation du virus, et donc avec cet élément de protection sanitaire qui sera notre attention principale. Alors il y a tout de même un enjeu d'ouvrir les établissements scolaires. On ne peut pas rester en période confinée trop longtemps, parce qu'il y a des risques psychologiques, il y a des risques sociaux. Il faut savoir que l'école, le collège, le lycée sont parfois les seuls lieux où les jeunes, ou certains jeunes de milieux très défavorisés, peuvent avoir un repas, peuvent avoir un encadrement. Et donc, il faut qu'on soit attentif à la réouverture des établissements. Alors, effectivement, c'est assez complexe. Il faut réfléchir comment on organise les circulations à l'intérieur d'établissements pour précisément respecter tous les gestes barrières, l'organisation des classes, les cours collectifs, EPS, à l'extérieur, les temps de repas, parce que quand on est un temps de repas, on est obligé d'enlever son masque, donc les gestes barrières doivent être respectés et organisés en conséquence, et l'internat. Donc, vous voyez, on a énormément de sujets. On a 10 jours pour continuer. Je dois dire qu'on est déjà prêt depuis quelques temps, puisque sitôt le mois d'avril, les établissements devaient préparer ce qu'on avait appelé un plan personnalisé de mesures sanitaires, c'est-à-dire d'être en capacité de scolariser les élèves dans un environnement sanitaire de circulation du virus. Eh bien, vous viendrez nous en reparler quand on sera à la reprise et à la réouverture. Monsieur le vice-recteur, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.